Oh, c'est une dinguerie déjà ce que tu viens de me montrer là. Comment vous avez eu ça? Au début, les gens ils m'aimaient pas. Les gens, qui? Le public. Ah ouais? Sur les premières vidéos, quasiment tous les commentaires négatifs ils sont sur moi. Chez nous, les Kaira, ils faisaient de la pêche. Les gens se sont dit, ouais, mais il a honte d'être arabe, je sais pas quoi ça a vendu, c'est ceci, c'est là. Ils ont rien du tout compris. Salut, c'est Canel. Dans cet épisode, Hakim Jemili va se confier, me raconter son enfance, ses moments de doute, les dessous du Whoop Gang et rire, beaucoup rire. C'est Flashback épisode 13 et abonnez-vous à la chaîne de Brut pour ne pas manquer les prochains. Et maintenant, j'arrête de parler. Canel, je te remercie de tout mon cœur. Hakim, bienvenue dans Flashback. Merci beaucoup, Canel. Je suis hyper contente de faire cette interview aujourd'hui avec toi. C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Ah, ok. Je mens jamais. Ok, tu manges C'est jamais. une de mes qualités. Ouais, c'est ok. Est-ce que ça va? Ça va, franchement, ça va et toi? Bah moi, ça va super bien. Ouais, tranquille. L'idée de cette interview, c'est vraiment que tu me racontes ta vie. En Ouais. gros. Déjà, pour commencer, je vais te montrer une image et je veux que tu me dises ce que c'est. C'est quoi ça? On a un Alsace déjà, ça c'est sûr. Ouais. Parce que là, le bail de Seigneur des Anneaux derrière, là, ça ressemble de ouf. C'est quoi? C'est pas la tour des sorcières ou la tour d'eau? Alors, je te montre une version dézoomée. C'est le château du Königsbourg? Ouais. Ouais, je suis à ouf, bah oui. le château du Non, Königsbourg. mais après, je t'avais mis quand même la version bien zoomée, mais oui. Mais ça, je le vois de chez mes parents. Bah ouais, j'ai cru comprendre. Ouais, ce château, je le vois de chez mes parents. C'est un château qui a marqué ton enfance? Bah ouais, moi je viens de Célestat, Ouais. c'est une petite ville, tu vois, et c'est vrai que Célestat, bah, tu tournes ta tête vers la droite, peu importe où tu te trouves, c'est le château du Königsbourg. On va faire quelques petites questions sur ton enfance, pour commencer. C'est quoi ton plus vieux souvenir? Mon plus vieux souvenir, c'est avec mon grand-père, père à son âme. Il me faisait manger de l'herbe au parcours de santé. Pourquoi? Bah, il est décédé là, j'aurais jamais pu lui T'auras demander. pas la réponse? Non, j'aurais pas la réponse là maintenant. Mais c'était moi, il nous emmenait, mon cousin et moi, à Nice. Et mon grand-père, donc Abdelhamid, il nous faisait manger de l'herbe à mon cousin et moi. Ça, c'est un de mes plus vieux souvenirs. Ok. En fait, mes plus vieux souvenirs, ils sont avec lui. Tu l'as connu longtemps? Non, justement. Mais ça t'est resté gravé, quoi. Ouais, je te jure, ça m'a resté gravé. Moi, je suis né en 89, il est décédé en 94, j'avais 5 ans. Et si tu veux, même après ça, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ma jeunesse, moi. Quand on me pose des questions sur ma jeunesse, souvent, j'ai pas forcément de souvenirs de ouf. Mais ça m'a marqué. Les moments avec ton grand-père. Ouais, j'en ai 2-3 qui sont restés gravés dans ma tête, je sais pas pourquoi du tout. Bah, l'herbe, une fois où j'étais sur ses genoux, où je mangeais de l'harissa avec de l'huile d'olive, dans une assiette, avec Ouais. du pain. Et une autre fois où on avait déposé ma maman à travailler à l'usine et j'étais resté derrière avec mon grand-père. J'ai que 3 souvenirs avec lui. Ah non, j'en ai un autre aussi avec lui, qui est ouf. Ouais. Ma mère, elle m'avait envoyé dans la chambre de mon grand-père, il commençait à être très malade. Il commençait à être très malade. Elle m'a dit, va demander à grand-père quel jour on... Bah ouais, ça m'a mis dans un ambiance chelou. Wow. Ok, Ben. Radical. Ben, ce soir, il va péter un câble. Tu sais pas ce qui m'est arrivé au boulot? C'est bon pour toi? Ben. Mais tu sais que pas un Ben, souvenir, mais avec ta calvitie, tu aurais pu refléter comme ça la lumière, hein, frérot. Mais toi, là... Mais t'inquiète, j'ai quasiment la même. Tu disais tout à l'heure que t'as grandi à Célestat. Célestat, c'est 19 000 habitants. Pas beaucoup de personnes. Ouais, un peu moins, non, j'aurais dit, moi. Ah, je Bah, pensais pas. En tout cas, maintenant, c'est 19 000. Ok. T'as grandi dans une cité, tu dis, qui s'appelle La Cité. Ouais. C'était comment l'ambiance? À l'époque, c'était une trop bonne ambiance. C'était génial. La plupart des grands, c'était mes oncles. Donc, j'étais... Tu connaissais tout le monde, t'étais bien. J'étais bon délire. Nous, on a grandi un peu mélangés, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, l'immigration chez nous, c'est pas la même. Qu'il y a pu y avoir à Paname, par exemple. Ouais. J'étais la seule famille tunisienne du quartier. Et je t'ai dit, on a des Bosniaques, enfin, tu vois, c'est plutôt de l'Europe de l'Est, nous. Ok. Et il y a évidemment l'Afrique subsaharienne, mais il faut monter plus sur Strasbourg, etc., Mulhouse. Du coup, c'est pas la même chose. Donc, mais ambiance extraordinaire. Ambiance extraordinaire, c'était des très bons délires, ça joue au foot tout le temps. Je dis, on a la chance, nous, d'avoir une cité. Derrière, il y a le parcours de santé, là où j'avais mangé l'herbe. Ouais. Donc, j'habite dans une cité à la campagne, en fait. Tu vois? Comme je le disais, chez nous, les Kaira, ils faisaient de la pêche. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était assez génial, j'en garde de très bons souvenirs. Et toi, tu disais dans une interview que tu mentais et que tu disais que t'étais égyptien. Quand t'étais petit. Alors ça, c'est un truc, je suis trop content que tu m'en parles. Pourquoi? Canel, je te remercie de tout mon cœur. Pourquoi?
Parce que là, maintenant, là, j'aimerais faire un éclaircissement. Sur cette phrase. Un éclaircissement. Ben, faut que tu mettes ton crâne ici, frérot. Là. Je suis très content que tu me parles de ça. Parce que tu vois, ça m'a valu quelques problèmes. Ah bon? Ouais, et j'aimerais rééclaircir les choses maintenant. Ok, j'ai cru que t'allais te lever, je me suis dit tout. Non, je me suis bien remis. Alors tu sais, j'ai fait une interview dans laquelle j'expliquais qu'à un moment donné, dans ma vie, j'avais eu honte d'être arabe. Tu vois? Les gens se sont dit, ouais, mais il a honte d'être arabe, je sais pas quoi, ça a vendu, c'est ceci, cela. Ils ont rien du tout compris au message que je voulais passer. Je suis extrêmement fier d'être arabe, d'avoir mes origines, d'être tunisien, qui plus est. Maintenant, lorsqu'à l'époque j'ai dit ça, c'était pour expliquer une situation complexe. En fait, c'est quand j'ai commencé à arriver sur Paris, notamment quand je suis arrivé au cours Florent. Ok. Je parle pas de l'institution, je parle des élèves qui ont pu fréquenter les lieux, tu vois, qui m'ont fait sentir mal à l'aise et plus moi du tout en fait. Et à l'époque, j'avais certainement pas la bonne mentale, la même mentale que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire pas la bonne mentale, mais j'étais pas assez fort mentalement pour pouvoir leur dire, hé, allez vous faire, parlez pas comme ça, vous êtes de ouf, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu t'es plus inventé un petit peu cette histoire d'Égyptiens pour te protéger. En fait, c'est ça, tu vois, ils m'ont mis tellement mal à l'aise, et je regrette à fond ça aujourd'hui. Je comprends. Et c'est des trucs dont j'ai honte de ouf. Et en vérité, j'aurais jamais dû en parler. Mais j'en ai parlé pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont vécu ce genre de choses. Et moi, je leur dis, s'il y a des gens qui sont sur le point de le vivre, c'est pas parce que tu intègres un truc où tu es heureux d'être, change pas, mec. Ou meuf. Faut pas changer, faut rester le même. Peu importe en vérité ce que les gens vont penser de toi, peu importe ce qu'ils vont dire de toi. Il faut surtout pas chercher à changer d'identité ou à te faire passer pour ce que t'es pas. Reste toi-même. De toute façon, ils vont te détester quoi qu'il arrive à la fin. Et là, t'es allé plus loin, t'es allé au cours Florent, mais je veux revenir au collège. Ouais. Parce que t'as quand même croisé, je pense, des gens aussi bien dans ta vie. Bien sûr. Et j'ai un message de quelqu'un à te montrer. J'appuie sur play. Ouais. Oh, c'est une dinguerie déjà ce que tu viens de me montrer là. Je suis choqué. Comment vous avez eu ça? Bonjour Hakim, quand tu étais au collège Feffel, tu as fait une bonne scolarité. Quand tu étais en 5e, tu jouais surclassé avec les 4e, 3e. Tu as même fait quelques essais au Racing Club de Strasbourg. Et je voulais savoir si tu ne regrettais pas trop tes années collège. Je suis choqué. Franchement, je suis choqué. J'ai galéré, hein. Collège Feffel? Oui, bonjour. Je suis en recherche potentiellement d'un professeur de sport ou d'un professeur de Là, d'Hakim. je vais vous arrêter tout de suite. D'accord. C'est une dinguerie, tu sais que c'est une dinguerie ça. C'est un peu émouvant, hein. Vous m'avez un peu eu là. Ah ouais? Ouais. Tant mieux. Ouais, vous m'avez un peu eu. Parce que le Mut, c'est une des premières personnes dans ma vie qui a cru en moi. C'était mon coach de foot. Ouais. C'était mon coach de foot quand je suis arrivé en sport-études à Colmar. Il m'avait... il a la même tête, mais il a un peu vieilli. Il est à la retraite, là. Il a pris la retraite Ouais. il y a pas longtemps. Et bah, c'est un mec qui a cru en moi, qui m'a mis en avant. C'est un des premiers mecs dans ma vie qui m'a mis en confiance. J'étais pas très en confiance avant ça, tu vois. J'étais pas un mec qui... J'étais pas très à l'aise dans la vie, en vérité. J'étais que à l'aise dans mon quartier avec mes gars à moi. Mais quand je sortais de ce carcan, j'étais un peu perdu, tu vois. Et parce que le Mut, il m'a permis, je pense, de m'ouvrir un peu plus. Et je sais pas pourquoi lui, hein, spécialement, mais peut-être c'est la manière dont il m'a abordé, dont il a... Ouais. Et bah ça m'a fait énormément de bien, en fait. Ça m'a fait énormément de bien et depuis, j'ai pas cessé d'évoluer. Et toi, c'était quoi ton rapport au foot à ce moment-là? Mais là, mon seul objectif, c'était de devenir footballeur professionnel. J'étais au collège Feffel. En 6e, il y avait Riyad Boudbouz, qui lui est passé pro. Et il a signé à Sochaux, au moment où moi j'allais aller à Strasbourg. Et franchement, à ce moment-là, ça partait bien. Il y a plein de gens qui pensaient que j'allais passer pro. Et même moi, j'étais persuadé que j'allais pas tarder à y arriver. Et comment tu le vis alors, le moment des ligaments croisés? En fait, je vais t'expliquer le délire. En fait, les ligaments croisés, j'ai pas compris tout de suite. J'ai pas compris que c'était grave, j'ai pas compris que c'était dangereux. Je pensais pas que ça allait me flinguer. Mais en fait, c'est pas les ligaments croisés qui flinguent. Et c'est ça que les gens comprennent pas. C'est pas la blessure en soi qui flingue, c'est l'après. C'est le mental. En fait, c'est tellement long, c'est tellement chiant, ça fait tellement mal. La convalescence? La convalescence, c'est affreuse. Et en fait, si mentalement, t'es pas prêt à faire des efforts, à faire beaucoup d'efforts pour revenir à un certain niveau, tu reviens jamais en fait. Et moi, toi, tu l'avais pas, tu non. penses?
T'avais pas le truc. Non, j'étais beaucoup trop faible mentalement. J'avais 16 ans quand ça m'est arrivé. Mais en fait, je t'ai dit, j'ai mis du temps à grandir et devenir mature mais à tout point de vue. Et comment tu passes du coup de ce sentiment-là à te dire ok, ça va être l'humour? En fait, j'ai jamais vraiment su que ça allait être l'humour. Je te jure. En fait, si tu veux, un jour, j'ai eu un déclic dans ma vie. C'était à Sub de Pub à Lyon. J'étais parti à Lyon, j'avais quitté Strasbourg et tout. J'ai fait sub de pub, trop marrant. Toi aussi? Ouais, à Paris? Ouais. Ah bah, tu vas savoir de quoi je parle alors. Vas-y, vas-y. Ah bah, attends, je suis content, tu vas capter de quoi je parle. Et en fait, à Lyon, si tu veux, à un moment donné, que j'avais besoin de quitter Strasbourg. Bah, j'avais quitté Strasbourg parce que j'avais tout raté dans ma vie. J'en avais un peu marre, fallait que je change d'air, tu vois. Le foot, c'était fini. Je me rappelle de m'être séparé avec ma meuf à l'ancienne. Tout me saoulait, j'en pouvais plus, fallait que je change d'air, fallait que je bouge, fallait que... Il y avait plein de petits soucis, entre guillemets, familiaux, tout, etc. Enfin, tu vois, sans rentrer dans aucun détail, mais il y avait plein de petits trucs qui me rendaient ouf. Qui faisaient que j'arrivais pas à aller bien. Et à Lyon, en fait, là-bas, Sub de Pub, j'intègre Sub de Pub. Et tu sais, on faisait ce qu'on appelle à l'époque, tu sais, quand on travaillait en groupe et qu'à la fin, on faisait une présentation. Ouais, je sais plus le nom de ces trucs-là. Comment t'appelles ça? Comment vendre musique, etc. Mais oui. Tu vois de quoi? Comment on appelle Oh ça? là là. On me saoule de ouf. Y a personne qui l'a là. Et bref, on a un travail à faire en groupe, donc il y a des gens qui font la stratégie, des gens qui font la créa, tu te rappelles de tout ça. Et à la fin de l'année, il fallait présenter devant toutes les classes de l'école. Et en fait, on me désignait souvent parce que les gens pensaient que j'étais à l'aise à l'oral, parce que j'étais à l'aise entre nous comme ça. Mais en fait, une fois que j'ai commencé à parler devant les gens, j'étais super timide et j'arrivais pas à parler, je tremblais, j'avais la tremblote. J'étais comme ça, j'arrivais pas. Et j'ai eu honte de ouf. J'étais tellement gêné d'avoir eu honte. C'était horrible. Du coup, je dis en fait, Hakim, non, je peux pas passer ma vie, je peux pas, non. Être tétanisé comme ça, fallait que tu trouves un moyen. C'est trop grave, fallait que je trouve un moyen de plus jamais vivre ce que je venais de vivre là. Ouais. Et donc, qu'est-ce que je faisais pour que ça aille mieux? Je rajoutais des vannes. Ok. Et je rajoutais des vannes. Et ça, en fait, les gens riaient. En fait, j'avais peur du silence. J'avais peur de passer pour un con, je pense que c'était ça. Donc je rajoutais des vannes, je mettais des vannes, et du coup ça passait bien. Et après, j'ai une pote qui m'a inscrit à un genre de concours à Lyon. Ouais. Un concours en impro, j'étais arrivé jusqu'en demi-finale. Et après, bah, j'ai décidé de monter à Paris, de faire les cours Florent. Ok. Et en 2014, c'est une grosse année puisque c'est le lancement du Whoop. Ouais. Tu te rappelles des débuts de tout ça? Je me rappelle très bien. C'était une époque où j'étais au Panama Café, j'avais un plateau, moi, qui s'appelait l'Open Mic, que Karim Cachot m'avait donné, le patron du Paname. Il m'avait filé un plateau. Je faisais venir des poteaux, non, des gens qui étaient déjà dans le coin, quoi, tu vois. Et on faisait sortir au chapeau, on gagnait 4 €. Alors, je m'appelle Hakim, enchanté. Ouais, merci. Alors voilà, moi, on va passer un petit moment ensemble, je vais vous parler de moi rapidement. Avant de commencer mon sketch, je tiens à m'excuser parce que ce dont je vais parler maintenant, vous faites chier, monsieur? Non. Non, parce qu'il est comme ça. Ouais, vas-y, dépêche-toi, que tu me fais chier de ouf. Et un jour, Karim il vient me voir, il me dit écoute, Hakim, j'ai décidé de te mettre un mec avec toi, il s'appelle Malcolm. Je dis oh non, je l'aimais pas trop, moi, à l'époque. Et finalement, en fait, avec Malcolm, on est devenus super potos. Et puis à deux, bah, voilà, lui, il a eu l'idée de ramener des gens et on a monté le Whoop. Et comment ça se passait? Comment on gère de devoir bosser avec autant, parce que vous étiez 7, C'était 7, ouais. de bosser avec autant de personnalités différentes? C'était pour moi, c'était un véritable plaisir. Parce que je les aimais tous. Tu dis pour toi, c'était pas le cas pour tout le monde? Non, parce que forcément, on n'aime pas tous pareil. Il y a Ouais. des gens qui ont du mal à tu vois, recevoir des directives d'un tel ou d'un tel. Il y en a qui considèrent ça comme étant drôle. Moi, j'arrivais toujours à tirer mon épingle du jeu là ou là, et puis j'arrivais toujours à m'adapter à un tel ou un tel. Et surtout, la vérité, c'est que je les aimais vraiment tous bien. Je trouvais d'énormes qualités chez chacun d'entre eux, tu vois. Donc j'avais pas trop de soucis à ce niveau-là, moi. Et j'arrivais à bien m'adapter. Donc, et puis j'écrivais beaucoup de vidéos quand même pour le Whoop. Moi, je faisais partie des auteurs très réguliers. Donc j'écrivais beaucoup. Donc en vrai, j'arrivais à adapter les vannes pour chacun d'entre eux. J'avais pas trop de soucis à ce niveau-là. Pour moi, c'était pas compliqué. Ça, c'est compliqué sur... au début, c'est jamais compliqué, tu sais. Quand tu commences et qu'il n'y a pas de notoriété, qu'il n'y a pas d'argent, c'est pas compliqué. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'était compliqué pour moi au début, mais à titre personnel. Parce qu'au début, les gens, ils m'aimaient pas. Les gens, qui? Le public. Ah ouais? Mais c'était une dinguerie. Pourquoi ils t'aimaient pas? En fait, si tu veux, j'étais le seul à jamais n'avoir rien fait.
T'étais pas connu, tu veux dire? J'avais jamais rêvé. Ouais, j'étais pas connu du tout. Enfin, il y avait Mister V, Rosta d'Internet, Hugo Tossol, Rosta d'Internet. Ouais. Malcolm qui faisait un truc qui était déjà connu dans le milieu un peu underground et tout. Jérémy Sofa qui faisait la troupe du Jamel Comedy Club. Et McKenny, chanteur, succès et tout à l'époque. Et donc, et moi. Et donc en fait, si tu veux, tout le monde avait trouvé sa place, ça se passait pour tout le monde. Et tu lis, bah, je suis sûr que tu peux trouver là. Les premiers commentaires sur les premières vidéos, il y a quasiment tous les commentaires négatifs, ils sont sur moi. Le hoop c'est trop bien, mais il faut qu'Hakim y parte. Le hoop c'est trop bien, mais Hakim c'est de la... Hakim c'est de la... Hakim c'est de la... C'était ça, ouais. Et toi, tu le vis comment, ça? Ce genre de commentaires à cette époque? Bah, je vis trop mal. Je vis trop mal au début. Donc je décide de me mettre un peu de côté. Ah ouais, limite, tu t'es dit, bon, peut-être que j'apparais moins et je reste juste sur la partie où j'écris. Écriture, voilà, c'est ça. Donc volontairement, j'ai dit, bon, les gars, je me mets dans un peu moins de sketch. Je vais écrire un peu. Mais eux, ils m'ont toujours soutenu. Hein. Ils ont toujours cru en moi. Ils m'ont toujours dit que j'étais super marrant et tout. Enfin, tu vois, j'étais pas... Ils m'ont pas mis... J'étais pas en perte de confiance. Ça allait à ce moment-là, tu vois. Ouais. Je savais que j'étais marrant. Ensuite, avec Hugo, on a trouvé des concepts pour moi qui m'ont permis de sortir un peu à la tête de l'eau. Comme les premières caméras cachées. Parce que j'ai eu en TT un truc qui a bien marché à l'époque sur Internet. Et ensuite, dans les vidéos, je suis revenu et puis tout allait très bien. Et puis c'est rentré dans l'ordre et puis ça va. J'ai réussi à retourner la situation. Et donc après, tu as aussi, toi, décidé de te lancer de ton côté. Tu as eu ton spectacle Super en 2020 et Fatigué en 2024. Ouais. C'est quoi ton processus pour écrire pour toi, du coup? L'écriture, alors ça dépend des spectacles. Le premier spectacle, je l'ai écrit avec Kader Aoun, tu vois. J'ai écrit avec Kader Aoun et d'autres auteurs, mais bon, ça a été compliqué le premier spectacle, je te dis la vérité. J'ai pas pu le jouer beaucoup. Je suis un peu frustré de ce premier spectacle. Qu'est-ce qui était compliqué? J'ai pas eu l'occasion de le jouer plein de fois parce qu'il y a plein de choses qui arrivaient un peu en même temps, tout était un peu compliqué. C'était une période un peu difficile pour moi. C'était une période un peu difficile pour moi. Je préfère limite même pas trop entrer dans les détails. Ok. Mais si tu veux, c'est une période dans laquelle je me suis plus trop bien entendu avec les personnes avec qui il fallait plus ou moins s'entendre. Et bref, du coup, j'ai pas joué ce spectacle-là beaucoup de fois, mais ça reste un très bon spectacle, en toute honnêteté. C'est mes premières scènes. Oui, ça t'a permis de faire tes armes pour le second, enfin le deuxième. Bien sûr, bien sûr. Moi, je me rappelle, si tu veux, je partais avec énormément de temps de retard, moi. Parce que moi, je venais d'Internet. Et après, je décidais de faire mon spectacle. Et donc, j'ai eu la chance de tomber sur Kader à l'époque. Et Kader, il m'a fait gagner 4-5 ans. Ok. Il m'a fait gagner 4-5 ans. Je t'ai fait du matin au soir. Je t'ai fait de 7h du matin jusqu'à 23h minuit. Et sur les plateaux, je commençais les plateaux. Donc j'écrivais. Et le soir, je jouais de 18h à 23h. Je rentrais chez moi. J'appelais Kader. On faisait un débrief de 2h du matin jusqu'à 3h du matin. Déter. Pendant 2 piges. Et là, tu parles de Kader Aoun, mais Laura Felpin, elle t'a beaucoup aidé pour le spectacle. Ça, c'est pour le deuxième. Ouais, voilà. Pour le deuxième spectacle, le deuxième spectacle, c'est avec Laura Felpin, qui m'a redonné une petite impulsion pour écrire le second parce que j'avais pas forcément la pêche, la patate. J'avais écrit plein de trucs avec un de mes co-auteurs qui s'appelle Michael Ildiz notamment, avec qui on a fait plein de trucs. Et on a bossé sur plein de bails ensemble et on va continuer à bosser sur plein de bails. Mais le spectacle, je sais pas, j'étais entré dans un truc où j'avais plus envie de le faire. Et avec Laurent, on s'est enfermé. On a posé une grosse base. Et ensuite, j'ai rajouté, et puis on a retravaillé dessus et tout. Mais la base de mon deuxième spectacle, ouais, en 3 jours, on l'a fait. Ah ouais? Ouais. Et là, je parle de Laura, et vous partagez très bientôt l'affiche dans l'adaptation du livre de Mourad Winter, L'amour, c'est surcoté. Exact. C'était comment de jouer une histoire d'amour avec une de tes très bonnes amies? Bah, c'est plus facile. Ok. C'est plus facile parce qu'on se connaît très bien, tu vois. Et surtout, Laura, elle est très simple à vivre. C'est pas une meuf qui, tu vois... Et puis c'est une comédienne, tu vois. Franchement, Laura, c'est une meuf en or, hein, la vérité. T'as déjà eu l'occasion d'interviewer, hein, même pas? Pas encore, mais bientôt, normalement. Bombe atomique. Il n'y a rien à dire, Laura. Pour moi, c'est une des meufs la plus talentueuse de toute sa génération. Pour moi, vraiment. Pour moi, elle va faire partie des meilleures comédiennes françaises dans les années à venir. Je pense que c'est une meuf qui va marquer son époque. J'en suis sûr à 100%.
Et c'est une meuf qui restera à tout jamais gravée dans mon cœur, c'est sûr et certain. Laura, c'est la famille à tout jamais, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Alors, on me dit que je dois me dépêcher et qu'il reste plus beaucoup de temps, donc je passe au message suivant. Vas-y, Ok. vas-y. Je te laisse appuyer sur play. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle vous raconte, elle? Salut Hakim, ici Malhabedia et 3 boutons, 3 petits copains à moi, donc il y a un moustique quand même qui m'a piqué en wok à volonté, 1, 2, 3, voilà, bref. Hakim, j'ai une petite question pour toi. Tu préfères être la star du Real de Madrid, mais tu oublies famille, patrie, carrière, plus de Fadili, plus d'enfants, plus le mec le plus bankable d'Europe, mais tu deviens le Kylian Mbappé tunisien, t'es le plus fort ballon d'or toutou, ou tu restes avec ta femme, enfant, tu continues de faire des films super, tu continues d'être un grand acteur, mais à chaque fois que tu parles, c'est des petites crottes qui sortent, des petites crottes de lapin. Dis-moi, on t'embrasse avec mes boutons. Malhabedia, pareil. Hein. Malhabedia, pareil, elle occupe la même place que Laura Felpin dans mon cœur. Hein. C'est la famille, Melha. C'est une des meufs les plus drôles qui existent au monde. Mais là, on parle de la crème, là. En plus, moi, j'ai trop de chance à ce niveau-là. T'as vu, j'ai ma femme T'es Fadili. bien entouré, bien sûr. Melha, Laura, c'est une dinguerie quand même. Ouais. C'est que là, on parle du top, de l'humour. Et du top du jeu, du top des personnalités extraordinaires. C'est que des gens extraordinaires là. J'ai beaucoup de chance. Et là, je me rends compte en fait là. Et Melha, évidemment que je choisis de garder ma famille, ça y est. Ça y est, bien sûr. Bah ouais. Quitte à ce qu'il y ait des énormes crottes qui sortent, tant pis. Et là, je suis trop bien là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai mon petit enfant, j'ai ma femme et tout, on est posé. Non, non. Pour rien au monde, je quitterai la situation que j'ai actuellement. Et tu restes dans le cinéma alors aussi. Et je reste dans le cinéma aussi, bien sûr. Toi, le cinéma, ça a démarré en 2019 dans le film Le Docteur, aux côtés de Michel Blanc, qui Ouais. nous a quittés en octobre dernier. Exact. Tu l'as décrit comme... Octobre déjà? Ouais, le temps passe vite. Hein. C'est un truc de fou. Tu l'as décrit comme ton papa du cinéma. Ouais. Quel conseil de lui tu garderais dans ton métier? Et bah tu sais, un jour, Michel, il m'a donné un conseil de ouf. Et je me suis rendu compte que c'était un homme classe, parce qu'il n'a pas voulu m'afficher. C'était le premier film, justement, donc Docteur. Il a fait gaffe à ce qu'il n'y ait personne à côté de nous. Il a fait aussi un petit peu attention à ce que nos micros ne soient pas allumés, parce qu'on était en plein tournage. Et lorsqu'il s'est rendu compte qu'on était seuls, il m'a dit Hakim, t'inquiète pas, hein, la caméra voit tout. L'air de dire arrête de trop en faire. Tu vois? J'ai trouvé ça classe. Il s'est arrêté là-dessus. Et j'ai compris. Il aurait pu commenter et dire ouais, là t'en fais trop, là c'est ceci, là c'est. Il aurait pu me mettre mal à l'aise. Il m'a dit ça avec un sourire, seul à seul, entre nous. J'ai trouvé ça classe, magnifique, et c'est un conseil qui me sert toujours encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, t'es à l'affiche donc, du film Le Routard qui sort le 2 avril. Ouais. Tu le retrouves, t'es aussi aux côtés de Christian Clavier. Règle d'or, tu ne dois jamais dire que tu travailles pour le routard. Vraiment incroyable. Merci. Waouh. Je ne dirai à personne que je travaille pour le retard. Le retard. Oh merde. Non, jamais. On est sur une comédie burlesque. Mais toi, Hakim, c'est quoi ton style de comédie au cinéma? Ce que j'aime moi regarder, Ouais. Maman, mon classique, ça reste Mission Cléopâtre. Hein. En Ok. vérité, j'ai beaucoup aimé le dîner de con aussi. J'ai trouvé ça magnifique, mais bizarrement, je regarde très peu de comédie. Je regarde très peu de comédie. C'est pas le truc qui m'attire le plus. J'adore en Ok. faire, j'adore en jouer. C'est mon taf, je kiffe, mais c'est pas ce que je regarde le plus. Et donc Le Routard, ça se passe principalement au Maroc. C'est pas un spoil là, Ouais. si je dis ça. T'as une Non. anecdote d'un moment sur ce tournage? Franchement, j'ai des anecdotes de malade. Il y en a 2-3, je peux pas les raconter, c'est quand même dommage. Ah ouais, bah tu nous teases et tu nous le dis pas. Non, mais il y en a une, elle est... Ceux qui savent, ils savent, mais elle est extraordinaire, mais c'est inracontable. Inracontable. Ouais. Inracontable, mais qu'est-ce que je peux te raconter de racontable, du coup? C'est dommage, l'autre, hein. Ton meilleur souvenir, si c'est pas forcément ton meilleur souvenir. Ça, Mon c'est meilleur plus souvenir, simple. mon meilleur souvenir au Maroc, je dirais que... Tu sais quoi, j'aimerais dédicacer l'équipe technique marocaine. Parce que... Ils font partie des gens les plus compétents avec qui j'ai jamais bossé de ma vie. Et souvent, tu vois, on a tendance à dire, ouais, des darblés, de ceci, de cela. Ma parole, qui sont bien plus compétents que beaucoup de gens avec qui j'ai eu la chance de bosser et tout, etc. Je suis pas là pour comparer, mais juste pour te dire que souvent, on aime bien rabaisser ces gens là-bas, en leur disant, ouais, des blédards, de ceci, de cela. Mais la vérité, c'est que là, au Maroc, là,
J'ai pas tourné ailleurs malheureusement, j'espère bientôt tourner en Algérie et en Tunisie. Mais au Maroc, les équipes techniques, elles sont archi compétentes. Du premier assistant jusqu'au cadreur, ils sont archi compétents. Les équipes sont... Ils tournent beaucoup de films hollywoodiens en fait, et c'est pour ça qu'ils ont acquis une certaine technique et un certain professionnalisme. Ils sont super forts et je voulais les dédicacer de ouf. Ok, on gardera le shout-out. Et je sais, c'est la dernière question, mais là, t'as dit que t'aimerais bien tourner en Algérie, en Tunisie ou quoi. Ouais. C'est en projet? Figure-toi que oui. Tu peux en parler, ça, ou pas du tout? Si, je peux... Est-ce que je peux en parler? Pas de ouf. Pas de ouf. On reviendra pour en parler? Ouais. Ben voilà, on reviendra pour en parler. On reviendra pour en parler. Merci à toi, c'était un plaisir. Merci beaucoup, pareil. C'était un plaisir. Merci beaucoup. C'était super. On avait plein d'autres questions. On avait plein de questions. La prochaine fois, les amis. Bah ouais, avec plaisir. Pour l'amour c'est surcoté, on fait pas un truc? Comment? Pour l'amour c'est surcoté. Bah normalement, on est avec Laura, donc... Je le faisais là pour... Ah, pour le retard, ouais. Bah, au pire, je vais te faire chez Laura à la fin. Vas-y.